Bonsoir à tous. Merci à tous de vous être déplacés ce soir. Je remercie l'Université populaire du 14e arrondissement de la ville de Paris ainsi que le professeur Sanjuan pour son invitation de ce jour à venir vous parler de la ville de Shanghai à travers le prisme de la ville-monde. Est-ce que vous m'entendez bien ainsi? Ça résonne? Ah, ça va. Est-ce que vous préférez comme ça? C'est mieux? D'accord, parfait. Résolu. Alors du coup, la ville de Shanghai, la ville-monde de Shanghai, sujet sur lequel je vous propose, on m'a proposé aujourd'hui de composer et que je souhaite partager du coup avec vous. C'est un sujet qu'on peut tout à fait aborder de manière très vulgarisée à partir d'énormément d'iconographie. Alors j'espère que les derniers rangs pourront profiter du coup de ces images. Vous avez ici une première image pour commencer cette première couverture, vous montrant au premier plan une ville traditionnelle reconstituée chinoise, avec en arrière-plan, si vous observez bien, les tours du centre d'affaires de Lujiazui à Shanghai. Tout d'abord, je vous propose de voir ce qu'est cette ville de Shanghai en situant géographiquement la ville de Shanghai, en observant qu'il s'agit d'une ville-monde héritée. C'est une ville-monde qui est héritée d'une précédente mondialisation, qui a connu un renouveau tout début des années 90. Pour situer cette grande ville de Shanghai, il s'agit de l'une des 4 municipalités de rang provincial situées en Chine de l'Est, dans le delta du Yangtze. Vous avez ici une carte vous présentant la municipalité de Shanghai en tant que telle en Chine de l'Est. Elle est localisée entre le sud du fleuve Yangtze et la baie de Hangzhou. Sur cette carte, vous pouvez voir que cette municipalité de Shanghai s'étend sur 6340 km² et accueille 24,2 millions d'habitants. Pour vous donner un ordre d'idée, ça représente à peu près la moitié de l'île de France, avec 2 fois plus d'habitants. Donc on est sur des densités qui sont 4 fois plus importantes que l'île de France. On a une densité moyenne de 3800 habitants par kilomètre carré, ce qui ne signifie pas grand-chose en tant que tel, puisqu'il y a dans la municipalité de Shanghai, en son centre, des zones relativement denses à l'heure actuelle. Il y a encore des densités très locales de l'ordre de 30, 35, 40 000 habitants au kilomètre carré, et qu'on peut être au niveau de l'île de Chongqing, la grande île qui est située au nord de la municipalité, dans des densités aux alentours de 800 habitants par kilomètre carré. Cette ville-monde est tout d'abord une ville-monde héritée d'une précédente mondialisation, ce qui fait dire à l'historienne Marie-Claire Bergère que la ville de Shanghai et son centre-ville comporte un paysage gelé, présente un paysage gelé d'une ville héritée du temps des concessions. En effet, à partir du traité de Nankin en 1842, le port de Shanghai est sommé de s'ouvrir au commerce de grandes puissances internationales et adossé à ce commerce international sont développées des concessions, notamment une concession britannique, une concession française, puis une concession américaine, avant que les 2 concessions anglo-saxonnes ne deviennent une concession internationale. Vous avez donc une ville qui, depuis les années 40, 1840, jusque dans les années 1940, donc pendant un siècle, sera tripartite, avec une ville fortifiée chinoise que vous pouvez observer à travers un cercle, à travers, excusez, ce cercle concentrique vous présentant l'ancienne ville fortifiée, tout un ensemble de quartiers sous juridiction chinoise. Vous avez ici au nord qui s'est développé à partir du fleuve Huangpu, la concession française, et ici en vert, l'intégralité de la concession internationale. Sur cette carte, vous voyez que historiquement, la ville de Shanghai s'est développée essentiellement à l'ouest du Huangpu. Et ici, je vous parlerai plus tard d'un quartier nouveau qui s'appelle Pudong, qui a été développé à l'est. Le long de ces concessions, le long du Huangpu,
a été développée la promenade aujourd'hui du Bund, et vous pouvez observer en fait l'ensemble des monuments qui apparaissent au second plan. Ces monuments sont en fait constituent un linéaire hérité. C'était essentiellement des banques et des grands hôtels qui ont été développés, disons plutôt à partir des années 1860 jusque dans les années 1930. Cette architecture participe de ce paysage gelé sous la forme d'une architecture quelque part exceptionnelle. Vous avez ici également le pont Walbagdoum, l'un des premiers ponts en fer construits en Chine. Vous avez également l'hôtel Astor ici, enfin l'ancien hôtel Astor, puisque depuis maintenant un an ce n'est plus un hôtel, qui avait été construit en 1958. Vous avez ici le Broadway Mansion qui a été développé dans les années 1930, et donc tous ces hôtels participent de cette architecture exceptionnelle. Ensuite, le paysage gelé de la ville-centre de Shanghai se développe également à travers un bâti vernaculaire, un bâti populaire, notamment sous la forme de ce qu'on appelle les lilongs. Les lilongs sont des courées. Vous pouvez observer ici cet îlot urbain où il y a un certain nombre de courées intérieures, de ruelles intérieures, un réseau, une travée hiérarchisée à l'intérieur même d'un îlot urbain. Ce principe d'aménagement permettait en fait de maximiser l'espace. Vous avez ici une photo qui a été prise d'une tour, ce qui permet d'avoir une idée de la densité de ces îlots, sachant que ces îlots, très localement, avaient la capacité d'accueillir 80 000 à 120 000 habitants par kilomètre carré. Aujourd'hui, on a encore très localement des densités qui peuvent être de cet ordre-là, plus de 120 000 habitants, mais autour de 60-70 000 habitants par kilomètre carré, oui. Ces ruelles intérieures peuvent être ici, comme celle-là, relativement larges, ou être beaucoup plus étroites, et permettaient en fait du coup de disposer de doubles entrées. Cette ville de Shanghai connaît du coup un coup d'arrêt entre les années 1940 et la toute fin des années 1980 pour connaître un renouveau à partir des années 90. Shanghai est souvent ce qu'on appelle la mal-aimée du régime maoïste, et quelque part une large partie de son PIB sera en fait confisquée par le régime communiste au profit de Pékin et du développement d'autres régions à l'intérieur de la Chine. Du coup, la ville reste quelque part très peu modifiée dans sa forme jusqu'aux années 80, en dehors de la construction de cités ouvrières. Et c'est seulement à partir de la toute fin des années 80 que Shanghai redevient une ville qui peut être développée de manière prioritaire grâce à l'accession à de hautes responsabilités au sein du gouvernement central d'anciens shanghaïens, donc d'un réseau favorable au développement de Shanghai. Cette première vitrine du renouveau de Shanghai, c'est cette fameuse ville nouvelle, ce quartier nouveau de Pudong. Vous avez ici une image au tout début des années 90 de ce quartier de Pudong. Donc Pudong est donc la partie qui est de l'autre côté du Huangpu. Vous voyez ici qu'il y a ce qu'on appelle le Bund, que tout l'intérieur des terres depuis le Bund est déjà loti, mais que de l'autre côté du Huangpu, vous avez uniquement des entrepôts, des usines et des dortoirs ouvriers adossés à ces usines. En 2009, donc il y a 10 ans exactement, vous avez à peu près la même image, à peu près au même endroit, et vous voyez qu'en lieu et place de cette zone marécageuse d'entrepôts, d'usines et de cités ouvrières, s'érige désormais un centre d'affaires prospère, derrière lequel ont été développés énormément de quartiers résidentiels. Vous avez en fait, au-delà de cette ville nouvelle, quelque part de Pudong, tout un ensemble administratif, puisque l'administration de rang municipal a été relocalisée au sein de cette ville nouvelle de Pudong, un peu plus à l'intérieur des terres, qu'il y a des zones d'activité de haute technologie
qui ont été développées également à l'intérieur des terres, et que finalement, cette zone de Pudong est désormais économiquement très prospère. Et quelque part, cette image est intéressante parce que cette ville de Pudong a été développée comme le projet vitrine d'une Shanghai renaissante, comme la volonté de présenter une image, une vitrine d'une Chine réémergente à la fin du XXe siècle. Et quelque part, cette ville-monde de la fin du XXe siècle, début du XXIe siècle, se fait flou en vis-à-vis de l'autre côté, avec cette ville-monde héritée de cette précédente mondialisation imposée par le traité de Nankin. Ensuite, en seconde partie, je vous propose de voir comment Shanghai s'inscrit dans le monde actuellement à travers une économie qui s'est globalisée dans les années 90, début des années 2000, et à travers le rayonnement mondial que cette ville a désormais. Tout d'abord, pour les questions d'économie globalisée, il faut bien avoir en tête que ce n'est pas juste la municipalité de Shanghai qui joue dans ce jeu de globalisation, c'est bien Shanghai et son arrière-pays. Son arrière-pays à travers le delta du Yangtze. Cette Chine de l'Est correspond en fait à 200 millions d'habitants. Elle attire la moitié des investissements directs étrangers qui sont utilisés en Chine et elle est capable de produire 23,5% du PIB chinois. Vous avez ici les principaux chiffres de son économie. Donc on a dit que Shanghai c'est 24,2 millions d'habitants. Elle présente un PIB de 3 200 milliards de yuan, ce qui représente un PIB par habitant de 135 000 yuan par habitant. Et vous pouvez également observer que le secteur primaire dans la municipalité de Shanghai est désormais résiduel, avec 0,3% du PIB, tandis que le secteur secondaire ne cesse de régresser également. On est à l'heure actuelle à 30% du PIB, et que le secteur tertiaire s'élève désormais à quasiment 70%. On a donc une tertiarisation importante de son économie dans les années 90, 2000 et les années 2010. Les 6 piliers industriels de la ville de Shanghai restent, comme traditionnellement, la production de machines, la production également automobile. C'est également développé et renforcé depuis les années 2000 et 2010 la logistique, le commerce de gros et de détail, les technologies de l'information, et Shanghai reste une place immobilière de premier ordre. On a donc au total une place financière qui est la seconde place de Chine continentale. Elle se situe devant Pékin, mais derrière Hong Kong. Première place de Chine continentale, seconde de Chine outre-mer contrée. On a également une plateforme d'import-export de premier ordre avec l'ouverture d'une zone franche, toujours à Pudong, dans les années 2010. L'une des figures phares qui a permis le renforcement de cette plateforme, c'est notamment le port de Shanghai. Alors, le port de Shanghai est constitué de plusieurs installations portuaires. Globalement, ce port de Shanghai et ces différentes installations portuaires sont depuis 2005 le premier port mondial pour le tonnage et depuis 2010 le premier port mondial pour le trafic de conteneurs devant Singapour. Cette position a été rendue possible par la création d'un port en eau profonde sur les îles de Yangshan, situé tout au sud-est de la municipalité de Shanghai, relativement loin en fait, par rapport au littoral, quasiment dans les eaux de la baie de Hangzhou. Il a été rendu opérationnel entre 2005 et 2017, progressivement par l'ouverture de quatre secteurs aménagés. Et il est relié, ce port en eau profonde, par un pont au-dessus de la mer de 32 km, qui est en 2005 le plus long pont au-dessus de la mer du monde, qui est capable d'accueillir un volume annuel de conteneurs de 40 millions de VP. Alors un VP, c'est un équivalent à un conteneur de 20 pieds, c'est une unité de comptage utilisée par les spécialistes de la logistique portuaire. Vous avez ici l'image de ce gigantisme. Et ici, une autre image de ce pont de Dong Rai qui permet de connecter en fait la municipalité de Shanghai. En dehors de cette économie globalisée, je voulais également revenir sur le rayonnement mondial de la ville de Shanghai.
Alors tout d'abord, lorsqu'on parle d'un rayonnement mondial, on peut s'intéresser au rayonnement culturel, notamment à travers les jumelages. Alors en 2015, la municipalité de Shanghai a été jumelée à 69 villes, régions ou intercommunalités réparties dans 58 pays dans le monde. En termes d'attraction, la ville de Shanghai accueille chaque année depuis le milieu des années 2010 plus de 8 millions de touristes internationaux, avec un terme entre parenthèses, puisque dedans je me permets d'ajouter Hong Kong, Macao et Taïwan. Vous voyez que Taïwan est la première origine de ces touristes, avec 1,2 million de touristes, sachant qu'en fait, en 2000, vous pouvez voir que les chiffres étaient bien moindres. On repère dans ce tableau que donc, Taïwan, le Japon, Hong Kong et Macao occupent les 4 premiers rangs, ce qui signifie que c'est d'abord une plateforme touristique à l'échelle de l'Asie, avant d'être une plateforme touristique à l'échelle internationale. Vous pouvez également observer que l'Allemagne apparaît seulement à la 5e position et que la France à la 8e position. 4, 5, 6, 7, 8, 10e position. Ensuite, je vous propose également de regarder quel est le rang en fait, des résidents étrangers à Shanghai. La ville de Shanghai accueille en 2017 l'équivalent de 60 000 résidents étrangers, donc des personnes qui vivent et travaillent à Shanghai, ou tout au moins dont le conjoint travaille à Shanghai, ou un parent travaille à Shanghai et qui elle-même y réside. Je tiens à souligner le fait que ce chiffre est en régression d'année en année depuis l'accession à la présidence de Xi Jinping. En effet, les conditions d'installation en Chine sont devenues plus compliquées, complexes, et la vie est devenue extrêmement chère en fait, à Shanghai, ce qui force bon nombre d'étrangers qui ne bénéficieraient pas d'un statut d'expatrié à retourner sur le territoire dont ils sont originaires et dont ils ont la nationalité. Ces résidents étrangers sont avant tout des Japonais, à raison de 28 000 résidents japonais à Shanghai. Vous avez également 20 000 Américains, 20 000 Coréens du Sud, et la France est là à la 8e position avec 8 000 résidents étrangers. Ce chiffre exclut évidemment les personnes qui sont là pour moins de 6 mois. D'accord. Ensuite, dans le rayonnement de la ville de Shanghai, de la municipalité de Shanghai, on peut notamment évoquer l'organisation de coopération de Shanghai, une organisation de coopération alors avant tout policière et militaire, structurée autour de l'Eurasie dans le cadre de l'effondrement de l'URSS, et donc la Chine a ressenti le besoin de consolider ses frontières, ses accords militaires et ses accords policiers avant que ça devienne également un accord lié au commerce avec toute cette Asie centrale. Ensuite, vous pouvez également compter parmi l'organisation d'événements internationaux. Dès le début des années 2000, la municipalité de Shanghai est capable d'organiser, par exemple, des grands prix de Formule 1. Alors, c'est l'occasion pour la municipalité de promouvoir sa construction automobile et donc son expertise automobile. Et en 2010, vous avez l'exposition universelle de Shanghai, qui est l'un des grands événements mondial. Alors la Shanghai s'était à ce moment positionnée en fait dès 2001. Il faut savoir que voilà, la ville de Shanghai s'est positionnée dès 2001 et que c'est seulement 9-10 ans plus tard qu'a eu lieu l'exposition universelle, et donc elle a quelque part réussi cette exposition universelle en organisant pour la première fois une exposition autour d'un thème, en l'occurrence une ville meilleure pour une vie meilleure, et en proposant en plus des traditionnelles zones de pavillons nationaux, de démonstration de pavillons nationaux, de proposer un concours avec un appel à projet pour présenter les meilleures pratiques urbaines en termes d'éco-construction, en termes de domotique, en termes de bâtiments verts,
Et il y avait toute une recherche sur le paysage urbain, la composition du paysage urbain. Alors, vous avez ici le traditionnel pavillon de la Chine dans toute sa monumentalité. Il faut savoir qu'une partie des pavillons nationaux sont restés en lieu et place, notamment ce pavillon chinois avec l'avenue de l'exposition universelle. Alors, c'est une zone de Shanghai qui a été réaménagée, du coup, qui reste aujourd'hui, qui n'est pas du tout bien connectée en fait par les transports à l'heure actuelle, qui reste assez marginale, mais c'est une centralité qui va se renforcer. Ça a été également l'occasion, en déconstruisant les pavillons nationaux, d'aménager un vaste parc, une vaste zone humide à l'intérieur de la ville-centre de Shanghai, ce qui permet à la municipalité de se prévaloir d'un certain nombre de mètres carrés par habitant et de surfaces relativement intéressantes. Donc c'est un parc relativement bien aménagé, peu fréquenté, et c'est très agréable de venir s'y promener parce qu'on est fatigué du brouhaha incessant de la ville de Shanghai. Vous avez ensuite la zone des meilleures pratiques urbaines. Cette zone des meilleures pratiques urbaines, comme je vous l'ai exposé, était destinée à promouvoir la coopération décentralisée de la ville de Shanghai notamment, également à promouvoir des expériences assez exceptionnelles en termes ou de domotique, donc de bâtiments intelligents, ce qu'on appelle aujourd'hui du bâtiment intelligent, du bâtiment connecté, et également en termes de bâtiments verts, que ce bâtiment soit construit avec des matériaux de recyclés ou alors avec des matériaux écologiques. Vous avez ici deux exemples avec le pavillon de la municipalité de Shanghai. Vous avez ici derrière le pavillon de la ville de Madrid. Cette zone était vraiment exceptionnelle au moment où elle a été pensée et finalement a été l'une des plus visitées du site de l'exposition universelle. C'est également une zone qui est située à Poussy et pas à Pudong. Et finalement, c'est une zone qui, elle, est très bien connectée et qui est restée en lieu et place pour partie. Elle fait l'objet aujourd'hui de nombreuses visites d'architectes et d'urbanistes et quelque part, contrairement à la zone située autour du pavillon de Chine, c'est peut-être celle qui est la plus visitée, qui rend le mieux compte de ce qu'a été l'exposition universelle et donc de ses avancées urbanistiques. Ensuite, je vous propose de voir quelles sont les mutations de cette ville de Shanghai en vous attachant d'une part aux mutations urbaines avant d'envisager les mutations sociales. Les mutations urbaines correspondent essentiellement à de la métropolisation, c'est-à-dire une concentration de grandeur et de valeur qui s'accompagne d'une modernisation rapide, d'une verticalisation du bâti, qui va nécessairement de pair avec un déplacement de population et une relocalisation de ces populations vers les banlieues. Et finalement, dans les banlieues, une urbanisation plutôt rapide, voire accélérée. Ces mutations urbaines, on les repère également à travers des défis. Finalement, la ville-monde de Shanghai, malgré son développement tardif et rapide, n'échappe pas à des problèmes de congestion, de pollution, et elle est finalement prise avec les mêmes défis urbains que n'importe quelle autre ville-monde, à savoir dans la montée des eaux, par exemple, et des problèmes de pollution jusqu'à présent difficilement résolus. Tout d'abord, cette trajectoire, cette urbanisation rapide de la ville de Shanghai répond finalement aux conditions de la trajectoire urbaine chinoise, à savoir une trajectoire saccadée. Il y a à Shanghai, sur ce graphique, vous avez alors en vert le taux d'emploi dans le secteur primaire, en rouge le taux d'emploi dans le secteur secondaire et en violet le taux d'emploi dans le secteur tertiaire. Ce qui apparaît en jaune, c'est le taux d'urbanisation. Ce taux d'urbanisation reste relativement faible. Entre les années 1940 et la toute fin des années 80, vous avez ce qu'on appelle une urbanisation retardée, puisque le taux d'urbanisation reste inférieur à 20%. Vous avez ensuite, au début des années 80, jusqu'à la fin des années 90, une urbanisation latente, où finalement le développement urbain ne se fait pas nécessairement directement dans la ville de Shanghai, mais plutôt dans ces campagnes limitrophes.
Enfin, à partir des années 2000, vous avez ce qu'on pourrait qualifier d'urbanisation récente et accélérée, qui s'opère comme un rattrapage quelque part. Sur ces deux cartes, vous avez en vis-à-vis l'extension de la surface bâtie de la ville de Shanghai, qui apparaît en rouge, en 79 sur votre gauche et en 90 sur votre droite. Vous observez déjà qu'entre 79 et 90, il y a une extension de la zone centre urbaine, ainsi que le développement en périphérie de certaines tâches d'urbanisation qui étaient structurées en fait autour de villes nouvelles. Vous avez ici une carte qui met en vis-à-vis sur votre gauche les années 2000 et sur votre droite l'année 2009. J'avoue, j'attends avec impatience de connaître l'extension de ce bâti 10 ans après, à savoir maintenant en 2019. En fait, entre 1979 et 2009, il y a une croissance moyenne de 90 km² par an de construction, que ce soit des constructions urbaines, des constructions pour de la logistique, pour de l'industriel, quel que soit le type de construction. Disons qu'il y a une imperméabilisation des sols qui est tout aussi importante. Évidemment, cette urbanisation se traduit par la verticalisation de son bâti. Et si on a longtemps parlé de Pudong comme une forêt de tours, en fait, de manière générale, c'est tout le centre-ville de Shanghai qui s'est verticalisé en lieu et place des traditionnels lieux, ces maisons qui finalement étaient souvent des maisons de 2-3 étages maximum. Vous avez du coup une diversification de la morphologie urbaine, avec souvent, comme vous pouvez le voir au premier plan, des lits longues, et derrière, vous avez cette verticalisation qui est développée. Vous avez également de larges percées qui ont été réalisées sous la forme d'autoroutes urbaines. Là, c'est en pleine vieille ville chinoise. Vous avez cette autoroute qui vient transpercer vraiment de part en part, d'ouest en est, la vieille ville de Shanghai. Alors le pendant de cette modernisation urbaine et donc de cette verticalisation du bâti, c'est évidemment l'expropriation des populations qui vivaient traditionnellement dans les Pudong, les Shanghaïens. Et l'une des expressions de ces expropriations et du refus d'être exproprié dans des conditions qui ne respectent pas les droits de l'homme, on dirait aujourd'hui, qui sont vraiment très, très difficiles à vivre pour ces populations, ce sont ce qu'on appelle des maisons clous. Lorsque vous décidez de partir de votre plein gré ou au train, dans tous les cas, contre une somme d'argent, votre maison est aussitôt détruite, ce qui signifie que petit à petit, votre quartier est rasé et les dernières maisons qui restent en place, on les appelle les maisons clous. Ce sont les résidents qui ne souhaitent pas s'en aller, qui souvent restent chez eux pour éviter que la maison soit détruite en leur absence. C'est une image relativement connue, vous en avez certainement d'autres en tête, il y en a d'autres sur Internet. Toujours est-il, j'apprécie cette image parce que vous avez en vis-à-vis un quartier de Lyon qui a été rénové et qui a été classé sur la carte de zone de sauvegarde des Pudong du centre-ville de Shanghai, et juste à côté un quartier qui n'a pas été retenu par ce classement et qui du coup a fait l'objet de spéculations immobilières. Vous avez ici une autre carte qui vous montre cette complexité de la morphologie urbaine avec toujours des lits longues. Ici, un héritage d'une industrie qui était attenante avec un R+3, à savoir donc un petit collectif de 3 étages au-dessus du rez-de-chaussée. Et vous avez sur votre droite les constructions des années 90. On commence ensuite, à partir des années 90, à construire en hauteur jusqu'à généralement 7 étages. Et c'est seulement dans les années fin des années 90, début des années 2000 que l'on construit d'importantes tours. Vous avez également ici sur cette image, alors on est un peu plus loin en périphérie, on est à Yangpu, au sein d'un village d'Aiguo. Vous avez à la fois ce bâti ancien, relativement ancien, qui va être en fait exproprié, et juste derrière l'image d'une résidence
qui est censé s'étendre et du coup venir remplacer ce tissu urbain ancien qui correspondait en fait à une cité ouvrière développée dans les années 60. Au final, entre 1999 et 2010, l'hypercentre de Shanghai, qui est représenté ici en violet, a perdu environ jusqu'à 40% de sa population. Nécessairement, les densités telles qu'elles ont été recréées n'ont pas permis d'accueillir les mêmes populations que les populations qui avaient été délogées. Ces populations délogées ont été délogées pour être relogées en proche périphérie dans les années 90, puis en périphérie plus lointaine dans les années 2000. Vous avez donc un hypercentre qui s'est vidé en forte diminution de sa population, un péricentre qui a gagné jusqu'à 40% de sa population, et des périphéries plus lointaines qui ont connu une croissance de l'ordre de 40 à 80%, parce qu'elles ont accueilli majoritairement le redéploiement, le vaste redéploiement de résidentiels du centre-ville de Shanghai. Du coup, en périphérie plus lointaine, on a ce type de paysage, ou ce télescope, du coup, un habitat rural. Alors on n'est pas sur de nouveaux constructions rurales, on est sur quelque chose qui a été standardisé dans les années 80, mais en lieu et place d'anciens villages ont été reconstruites ces maisons villageoises, et vous avez en fait du coup petit à petit l'avancée d'un front d'urbanisation avec ces nombreux chantiers énormes. Ce redéploiement de la population s'est accompagné nécessairement d'une modernisation des modes de transport entre la ville-centre de Shanghai et ses périphéries, à savoir petit à petit la construction d'un réseau ferré léger, on dirait un métro, mais d'un métro aérien en périphérie, tout comme un RER aérien, dès que le prix du foncier n'est plus suffisamment intéressant pour construire en sous-sol. Et ce réseau ferré léger permet en fait de relier les principales villes nouvelles et les principales périphéries de Shanghai à sa ville-centre en généralement à peu près 1 heure. Ce réseau ferré léger est d'une très grande ampleur. À l'heure actuelle, on compte 16 lignes avec quasiment 400 stations de métro. Ces 16 lignes s'étendent sur plus de 600 km et elles ont capacité à accueillir plus de 12 millions de voyageurs par jour. L'objectif en 2025, c'est d'avoir 25 lignes de métro qui couvriront 1000 km et que chaque résidence soit localisée à moins de 600 mètres d'une station, alors en centre-ville, en centre-ville. Cette trame ferroviaire très importante se double d'une trame routière tout aussi importante. Vous avez du coup ici une idée en fait de ces trames routières et autoroutières qui sont venues structurer l'ensemble du territoire municipal de Shanghai et qui permettent de relier chacune de ces périphéries à la ville-centre de Shanghai. Vous avez, au-delà en fait, de la seule municipalité de Shanghai, ce réseau ferré léger et cette trame routière est désormais très bien connecté à l'ensemble de la Chine de l'Est et vous avez désormais des accroches. Cette carte est empruntée au schéma directeur de la ville de Shanghai, le schéma directeur qui a été publié en 2017, je crois, fin 2016, début 2017. Et ce schéma directeur permet d'accrocher en fait ces polarités secondaires de la banlieue de Shanghai au reste de la Chine de l'Est. En dehors de ces réseaux de transport de masse, vous avez également, pour l'image de la ville de Shanghai, un certain nombre de transports en commun plus exceptionnels, qui transportent beaucoup moins de passagers en termes de volume, et qui participent de cette image d'une vitrine d'une ville-monde, avec, comme vous pouvez l'avoir à Hong Kong, par exemple, ici une navette fluviale qui permet de traverser, de passer de Puxi à Pudong et de revenir. Et elle permet ici, par exemple, de connecter les premières zones résidentielles localisées au sud du centre d'affaires de Luqiansui à Pudong.
Vous avez également, depuis les années 2014-2015, le développement du vélo en libre service. Ces vélos en libre service sont donc, comme pour Paris, disposés partout sur l'espace public et permettent effectivement d'effectuer le dernier kilomètre. Alors c'est intéressant parce que en Chine, le dernier kilomètre, c'est pas juste un kilomètre. On pédale plus longtemps pour effectuer son dernier kilomètre et du coup, le vélo a retrouvé une place qui, quelque part, il avait perdu dans les années 90 et 2000. Toutefois, ça n'empêche pas un certain nombre de congestions, une importante congestion urbaine, bien que ce réseau routier en centre-ville soit, comme vous pouvez le voir ici, doublé. C'est-à-dire qu'on a ce qu'on appelle des autoroutes suspendues. On a systématiquement des grandes artères avec une artère au niveau du sol et une artère suspendue au-dessus, ce qui permet de doubler quelque part la capacité d'absorption du flux de véhicules. En fait, ce flux de véhicules a très largement augmenté. Vous avez ici, en orange, en 2003, un chiffre d'1 million. Il y avait 1 million de véhicules motorisés civils à Shanghai. Et en 2017, on est passé à 3,9 millions de véhicules civils. En termes de voitures particulières, on avait 166 000 voitures à Shanghai en 2003. On en a aujourd'hui quasiment 2 millions. En 2017. Du coup, le nombre de voitures des particuliers en 2003 et 2017 a été multiplié par plus de 11, tandis que le nombre de deux roues motorisées a été divisé par 4, puisqu'on est passé de 900 000 à 200 000 deux roues motorisées. Autre enjeu auquel la municipalité de Shanghai doit faire face, c'est le risque d'inondation lié à la montée du niveau de la mer. En effet, la ville de Shanghai est localisée dans un delta. Vous avez l'essentiel de la municipalité qui est en fait située à une dizaine de centimètres au-dessus du niveau de la mer, une cinquantaine de centimètres au-dessus du niveau de la mer. Et en fait, depuis les années 50, ont été construits des canaux qui servent à la fois à l'irrigation, mais surtout au drainage de ces terres complètement gorgées d'eau. Et la question de la construction et de la montée du niveau des eaux pose véritablement problème. On estime qu'en 2050, des chercheurs spécialistes du changement climatique estiment qu'en 2050, il y aura 37% de la surface de la municipalité de Shanghai qui sera inondée, ce qui touchera directement 8,2 millions d'habitants, avec une montée du niveau des eaux estimée en fait à 18 cm. Et pour 2100, il est estimé que c'est 50% de la surface de la municipalité de Shanghai qui sera sous l'eau, et avec une montée des eaux de l'ordre de 40 cm, ce qui touchera 10 millions de personnes. D'un point de vue spatial, vous pouvez voir ici ce qu'il se passerait en 2050 et en 2100, à savoir que l'essentiel de la municipalité de Shanghai, tous les quartiers relativement denses, sont localisés ici, que toute cette zone-là est évidemment bâtie, et qu'ici vous avez les installations pétrochimiques parmi les plus importantes de Chine de l'Est, donc des zones industrielles classées, non pas CDSO, mais équivalent chinois. Au-delà de ces mutations urbaines et donc de ces défis urbains à prendre en compte pour la municipalité de Shanghai, il y a un certain nombre de mutations sociales, notamment qu'on assiste à une société qui est de plus en plus urbaine, que cette société de plus en plus urbaine a connu la politique de l'enfant unique et la fin de cette politique de l'enfant unique très récemment, ce qui ne permet pas, à l'heure actuelle, de contrer le vieillissement de la population, un vieillissement très important, que la ville de Shanghai est rentrée dans une société de consommation. En fait, il y a vraiment une société de consommation qui s'est développée et qui a accompagné l'apparition de classes moyennes qui sont très volontiers citadines. Et que ces classes moyennes très volontiers citadines se désignent d'elles-mêmes, non pas comme shanghaïennes à proprement parler, en dehors des Shanghaïens de sang, mais comme résidents d'une grande ville chinoise, de la grande ville chinoise de Shanghai,
comme s'il y avait un statut d'exception à cette grande ville de Shanghai et qu'elle servait d'ensemblier quelque part à des populations très différentes, d'origine sociale et d'origine géographique très différentes. La ville de Shanghai accueille donc 24 millions d'habitants. Sur ces 24 millions d'habitants, il y a 14 millions de personnes qui disposent d'un livret d'enregistrement interne de nationalité shanghaïenne. Sur ces 14 millions de personnes disposant d'un livret d'enregistrement shanghaïen, vous avez 1,4 million qui disposent d'un statut agricole et quasiment 13 millions qui disposent d'un statut non agricole. La différence du coup entre ces 24 millions et ces 14 millions de Shanghaïens s'explique par 9,7 millions, soit 40% de la population, qui n'est pas dite enregistrée avec un RUCO de Shanghai et qui peut être qualifiée d'allochtone, c'est-à-dire ce sont des populations qui peuvent être tout à fait légalement dans la municipalité de Shanghai, mais qui ont enregistré un RUCO qui peut être d'une autre ville que celle de Shanghai, tout simplement. Ça peut être des Pékinois, par exemple. C'est plus souvent, plus volontiers, des populations qui viennent de Chine de l'Est ou de l'intérieur de la Chine. De manière générale, je trouve intéressant de revenir à la transition démographique de Shanghai entre 1952 et ici 2013. Vous avez en jaune le taux de la qualité, en rouge le taux d'accroissement naturel, en violet le taux de mortalité. On voit qu'on a un taux de mortalité relativement stable, un taux de natalité qui connaît une forte diminution. On observe qu'à partir de 79, on a une politique, en 76, la politique de l'enfant unique, qu'à la toute fin des années 70, début des années 80, on observe un pic qui correspond en fait au retour des Shanghaïens qui avaient été envoyés dans les campagnes et dans les montagnes. Et en fait, les Shanghaïens sont autorisés à revenir lorsqu'ils ont été déplacés pendant la révolution culturelle à partir de 79-80. Ce sont en fait essentiellement les hommes qui ont la possibilité de revenir qui le font. Les femmes reviennent un petit peu en différé. Elles reviennent à partir de la fin des années 80 quand les enfants qu'elles ont eus avec des hommes qui ne sont pas nécessairement du RUCO de Shanghai étaient eux-mêmes autorisés à venir les rejoindre. Et en fait, ce que je retiens surtout de cette transition démographique particulière, c'est qu'on a un taux d'accroissement naturel de la population résidente, donc permanente à Shanghai, qui est négatif dès 1993. Donc comment on passe d'une population de 13 millions d'habitants à une population de résidents totale de 13 millions d'habitants qui se maintient d'année en année, on reste toujours sur le même chiffre, avec un taux d'accroissement naturel négatif. Vous l'observez ici sur ce schéma, avec en rouge le volume de population résidente totale, en jaune la population enregistrée ou population résidente permanente. En fait, on a un genre de décrochage dès la fin des années 80. Et donc, ce qui est entre les deux, c'est cette population non enregistrée avec un RUCO de Shanghai qui peut disposer d'un RUCO et d'un RUCO autre, d'une autre ville, et qui fait donc partie d'une population qu'on peut qualifier d'allochtone. Ensuite, on observe un très fort vieillissement de la population. Vous avez ici des figures de personnes âgées rencontrées lors d'entretiens d'enquête, des personnes qui sont obligées en fait de vivre à côté de quartiers touristiques comme cette dame sur votre gauche. Je crois qu'elle a 87 ans si je me souviens. Vous avez ici des personnes qui habitaient en centre-ville dans des millions, qui ont été relogées dans une ville nouvelle à une quarantaine de kilomètres de la ville-centre de Shanghai, et qui évidemment déplorent les conditions dans lesquelles elles ont été relogées. Et vous avez à côté de ça, sur votre droite, une personne qui, elle, a été envoyée à 17 ans dans le nord de la Chine pour y enseigner les mathématiques, et qui a été ravie de pouvoir bénéficier de logements sociaux à prix aidé et donc revenir vivre à Shanghai après avoir passé une vie en expatriation dans le nord de la Chine. En fait, derrière ces figures de personnes, des trajectoires de vie qui sont toujours très touchantes, vous avez une réalité sociale qui est difficile à prendre en compte pour l'ensemble des populations et pour les pouvoirs publics, à savoir qu'en fait,
Il y a à l'heure actuelle, sur 14 millions de Ruko de Shanghai, 4,8 millions de plus de 60 ans. Sur 14 millions de Ruko de Shanghai, il y a 4,8 millions de plus de 60 ans, soit un tiers de la population résidente permanente. Et c'est un chiffre qui augmente très sensiblement, puisqu'entre 2013 et 2017, on est passé de 27% à 33% de la population résidente permanente. Ces plus de 60 ans, en centre-ville, peuvent même atteindre en fait quasiment 38% de la population. Tandis qu'en banlieue, on a un effet rajeunissement quelque part, comme ce sont des zones qui sont moins chères et plus accessibles au niveau de l'immobilier, on est plutôt sur du 28% de plus de 60 ans. Alors cette réalité ne masque pas le fait que du coup on en était à la 3e génération d'enfants uniques. Et cette 3e génération d'enfants uniques a été autorisée à partir de 2014, 2015, 2016 d'avoir un second enfant. Et vous avez ici sur la zone des meilleures pratiques urbaines de l'exposition universelle de Shanghai, un couple avec ses 2 enfants. Alors pour donc un couple suffisamment quelque part fortuné pour se permettre de financer cette 2e naissance, parce qu'en fait on estime qu'un enfant en Chine coûtera 1 million de renminbi entre sa naissance jusqu'à la fin de ses études. Pour les grands-parents à l'œil avisé et experts en puériculture, donc on connaîtrait ici une poussette yo-yo. Vous savez, ces poussettes françaises construites à Aix-en-Provence, enfin conçues à Aix-en-Provence, qui se déplient d'une main et qui ne coûtent pas moins de 500 € hors gadget. En fait, cette population citadine qui a les moyens de se maintenir à Shanghai quelque part et va de pair avec l'émergence d'une société de consommation. Donc la classe moyenne chinoise se développe en parallèle de cette société de consommation. Cette société de consommation se voit très naturellement à travers la figure des centres commerciaux. Alors là, c'est un petit mall, mais on est vraiment dans une banlieue très lointaine de Shanghai. Il faut imaginer la même chose sur 8 ou 9 étages, tous les 4-5 km dans la ville centre de Shanghai. Vous avez également du coup la réorganisation de tout un système de restauration qui s'effectue dans ces centres commerciaux. Et si depuis 2013 vous n'avez plus le droit d'avoir un commerce ambulant dans les rues de Shanghai, se sont recréés assez naturellement ces food street, ces rues dédiées à l'alimentation sur le pouce, à l'intérieur des centres commerciaux. Alors dans les images qu'on peut véhiculer d'une ville du monde, il y a notamment cette image d'une chaîne de restauration rapide internationale qui trouve lieu et place au sein d'un quartier qui a été volontiers patrimonialisé au tout début des années 2000. Vous avez là un shikomen, donc c'est un type de maison, un type de linon. Enfin, le linon correspond à l'ensemble de la trame urbaine et le shikomen désigne la maison en tant que telle. Et cette maison, ce quartier-là, au sein de Xintiandi, donc le Nouveau Monde, accueille des filiales internationales. On n'est plus du tout dans des villes avec des petits commerces de rue. Et en fait, vous pouvez observer sur cette image, devant un centre commercial, la figure d'un nouveau résident de Shanghai qui n'est pas du tout de la municipalité à l'origine, qui est aujourd'hui maître de conférence en tourisme dans une des grandes universités de Shanghai, mais en banlieue, et qui quelque part, lorsqu'on lui pose la question de comment est-ce qu'on vit à Shanghai, est-ce que quand on vient de la Mongolie, donc lorsqu'on vient d'une zone plutôt rurale de Chine de l'Est, on est fier de devenir shanghaïen. Et on lui dit pas du tout, on n'est pas fier de devenir shanghaïen. En revanche, on est très content de notre réussite personnelle et on se sent finalement chinois de la grande ville de Shanghai. On se sent avant tout chinois d'une grande ville de Chine de l'Est, finalement. Voici. Au final, la ville de Shanghai est donc une ville-monde, une ville-monde qui est l'héritière d'une précédente mondialisation
avec quelque part une ville-monde héritée, celle du Bund, celle de l'architecture vernaculaire des Vilong et de Séché-Koumen. Et en vis-à-vis de cette ville-monde héritée de la fin du 19e, début du 20e, s'est développée une ville-monde à la toute fin du 20e siècle, début du 21e siècle, qui se représente à travers des projets vitrines, comme celui de Pudong, comme celui quelque part de l'exposition universelle de Shanghai, comme celui de son port de profonde, comme celui de sa zone franche, la première zone franche de Chine, etc., etc. Cette ville-monde se caractérise évidemment par une économie qui se veut de plus en plus tertiarisée, de plus en plus globalisée, même si son économie fonctionne avant tout avec comme aire de chalandise la Chine de l'Est en vis-à-vis avec l'Asie. C'est une plateforme asiatique avant d'être une plateforme internationale. Vous avez une ville-monde qui est capable de se donner du coup en spectacle, qui participe d'un rayonnement de la Chine à l'international, avec une identité peut-être particulière, une identité plus globalisée, plus internationalisée, volontiers plus ouverte à l'international que ne le serait Pékin. Et cette ville, en fait, en elle-même a connu de très importantes mutations de son tissu urbain, de ses formes urbaines, de ses recompositions sociales, mais permet là, au XXIe siècle, de servir véritablement d'ensemblier à des populations chinoises, des populations internationales, qui sont d'origine géographique, d'origine sociale et culturelle très différentes, mais qui trouvent leur place au sein de cette ville. Je vous remercie de votre attention et reste à votre disposition pour les questions.